Radio Arson, une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Je m'entretiens aujourd'hui avec Vanina Géré, qui est professeure à la Villa Arson, où elle enseigne la théorie et l'histoire de l'art depuis un point de vue féministe et antiraciste. Bonjour Vanina. Bonjour Christophe. À la fin de l'année dernière est sorti aux éditions October, dans la collection October Files, un volume consacré à l'artiste afro-américaine Kara Walker, dont tu as assuré la coordination et qui aborde l'œuvre de l'artiste dans toute sa diversité, des fameuses silhouettes découpées aux dessins, aux installations, passant par les vidéos ou les textes. Tu as également, par ailleurs, consacré ta thèse de doctorat à l'œuvre de Kara Walker et publié aux Presses du Réel la monographie « Les mauvais sentiments, l'art de Kara Walker » qui en est, je crois, une version réécrite. Oui, tout à fait. Avant de parler du volume qui vient de paraître, est-ce que tu pourrais nous rappeler, en quelques mots, pour celles qui ne connaîtraient pas Kara Walker, qui est cet artiste et en quoi consiste son travail ? Donc, Kara Walker est une artiste qui est née en 1969 à Stockton, en Californie, et qui est célèbre pour des installations de papier découpé, marouflé sur mur, qui évoquent des ombres chinoises et qui décrivent des scènes souvent violentes, souvent sexuellement explicites, qui montrent des actes peut-être de viol, souvent de mutilation, de violence en tout genre, entre des esclaves et des maîtres dans un sud esclavagiste fantasmatique qui emprunte en fait beaucoup plus aux représentations mensongères de l'esclavage qui, tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, ont travesti en fait la mémoire de ce traumatisme et de ce système politique et économique donc reposant sur l'exploitation des personnes africaines et afrodescendantes, qui les a travestis en images de bonheur, d'une forme de bonheur familial ou d'asservissement heureux. Et donc, en fait, Kara Walker emprunte bien davantage à ces images-là, à ces images qui ont trahi la mémoire de ce qu'a été la réalité de l'esclavage plantationnaire ou plantationocène. Pour reprendre le terme de Donna Haraway, elle utilise bien davantage ces images-là que les archives historiques sur l'esclavage, même s'il arrive aussi qu'il y ait quelques images d'archives photographiques, ça et là, qui surgissent dans son travail. Mais le cœur de son travail, c'est vraiment les représentations sur l'esclavage, et non pas la mémoire de l'esclavage, ce qui a été d'ailleurs je dirais pas un contresens, mais peut-être une confusion qui a souvent été faite à l'encontre de son travail. Et donc, elle a percé sur la scène new-yorkaise états-unienne en 1994 avec une exposition au Drawing Center qui avait fait date. Puis par la suite, elle a eu des expositions solo qui sont en galerie, puis en musée, qui se sont enchaînées. Et elle a refrappé très fort avec une installation d'une sculpture géante éphémère recouverte de sucre qui s'intitulait A Subtlety or the Giant Sugar Baby, qui est donc une sculpture en hommage à la mémoire de toutes les travailleuses de la canne dans les plantations, mais un hommage, comme souvent dans le travail de Kara Walker, hyper sexualisé et très ambigu. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as rencontré l'œuvre de Kara Walker ? Alors en fait, la première fois que j'ai rencontré l'œuvre de Kara Walker, j'en ai entendu parler dans un séminaire d'histoire de l'art à l'Institute of Fine Arts de NYU. C'était le séminaire de l'histoire de l'art de Linda Nochlin, qui était un séminaire sur la réception du travail des artistes femmes. À un moment donné, le nom de Kara Walker a été évoqué comme faisant un art très confrontational, c'est-à-dire qui confronte. Et ça m'avait intéressée et je suis allée regarder ce que c'était. J'avais vu des images sur Internet, ça ne m'avait pas parlé plus que ça. Et puis, il se trouvait que la même année, en 2007, il y a eu l'exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris qui était en fait
le deuxième volet de l'exposition itinérante de Kara Walker de 2006-2007, donc qui avait été curaté par Philippe Verne et Yasmine Raymond au Walker Art Center de Minneapolis, ensuite qui est venu au MAMVP et qui après est reparti au Whitney Museum of American Art de New York et pour s'achever au Hammer Museum de Los Angeles. Donc c'était 2006-2008. Donc moi j'ai attrapé le volet parisien de l'exposition. Et quand j'ai vu donc son œuvre en vrai, en fait, j'avais jamais vu ça dans un musée de ma vie. Bon, il faut dire aussi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Il y avait aussi beaucoup de choses que je connaissais pas, que j'avais jamais vues, évidemment. Mais voir ce qui m'avait vraiment frappé, plus que les installations de papier découpé d'ailleurs, qui finalement m'avaient pas vraiment résonné en moi. Ce qui m'avait frappé, en fait, c'était ses dessins, parce qu'il y avait une grande présentation de ses petits dessins, qui est une série qu'elle a commencée en 95, qui est une série de dessins au lavis, sur des feuilles de cahiers à dessin, et qu'elle a intitulé les Negress Notes. Donc ce qui m'a vraiment frappé, c'était ces dessins qui étaient très proches de l'illustration, avec une représentation souvent très graphique du sexe. Et donc moi j'avais trouvé ça extrêmement fort et audacieux que ce soit une femme qui à la fois montre ce type de dessin-là, avec ses représentations du sexe, et avec quelque chose aussi de très narratif dans le travail, que je trouvais vraiment très étonnant, enfin, que bon, du haut avec la naïveté de la vingtaine, que je trouvais vraiment très frappant, très surprenant, très étonnant. Bon, faut dire aussi à cette époque-là, il y avait beaucoup d'artistes féministes que je connaissais pas encore, hein. Mais voilà, ça m'a fait un choc. Je me disais, on peut voir des choses comme ça aussi dans un musée. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé que je voulais travailler sur l'art de Kara Walker, parce qu'en fait, je voulais essayer de comprendre ce travail que je trouvais à la fois extrêmement beau, extrêmement frappant, qui réveillait énormément de choses en moi. Je me souviens que la première réponse que j'ai eue au travail de Kara Walker, c'était d'écrire un poème. Ça, c'est complètement passé à la trappe de tout le reste de mon travail, évidemment. Mais c'était une réponse poétique, en fait. C'était une réponse très viscérale. Et donc, en fait, j'ai voulu travailler sur l'art de Kara Walker pour essayer de comprendre. J'ai mis du temps. J'ai pris mon temps, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quand et comment le projet du volume qui vient de paraître chez October Files a commencé ? Oui, bien sûr. Donc le projet a commencé en 2019, peu après d'ailleurs la parution de l'ouvrage tiré de ma thèse, aux presses du réel, Les mauvais sentiments. J'ai été sollicitée par Huey Jean Copeland, qui était arrivé depuis pas très longtemps dans le comité de rédaction de October, pour diriger l'ouvrage. Donc Huey Copeland, pour celles qui ne le connaîtraient pas, donc c'est un universitaire spécialiste d'art contemporain afro-américain qui a publié notamment un ouvrage très important qui s'intitule Bound to Appear et qui porte sur le travail des précurseurs de Kara Walker, vraiment Glenn Ligon, René Green, Fred Wilson et Lorna Simpson évidemment, et qui porte en fait sur la manière dont des artistes afro-américains à un moment donné se sont emparés de l'archive et d'une mise en question de la possibilité de la représentation du corps et d'utilisation de l'abstraction et de l'art conceptuel pour travailler cette mémoire de l'esclavage. Voilà. Donc Huey Jean Copeland, c'est lui. Il enseigne actuellement à l'université à UPenn, en Pennsylvanie. Et donc, il m'a invité à réaliser ce travail. Et en quoi consiste concrètement le travail de coordination et d'édition sur un projet comme ça ? Alors, couteau suisse, il faut tout faire. Donc, c'est un projet d'anthologie de textes critiques, la série October. Donc, il s'agit de rassembler des textes que le comité juge étant les plus pertinents, les plus importants pour comprendre l'œuvre de Kara Walker. Donc, il faut sélectionner les textes, ce qui n'est pas nécessairement évident
a fortiori dans le cas de Kara Walker où l'œuvre critique est vraiment pléthorique. Je l'explique dans l'introduction. Il y a des centaines de textes sur Kara Walker de nature très diverse, que ce soit des textes universitaires, des textes journalistiques, des textes d'essais de catalogue, des billets d'humeur, enfin des posts de blog. Il y a vraiment énormément. Il y a des chansons sur le travail de Kara Il y a des Walker. chansons sur Il y a Kara des chansons, Walker. oui, il y en a au moins 3. Il y en a au moins 3. Il y en a une d'un rappeur assez connu. Il y en a Elle une... est citée ou c'est vraiment la chanson sur son travail ou d'après son travail? C'est une chanson d'après son travail, en hommage à son travail. Il y a une chanson d'un rocker indépendant aussi, dont là tout de suite j'ai oublié le nom, qui est vraiment aussi un hommage à Kara Walker avec le nom de Kara Walker dans la chanson. Et il y en a une 3e que j'oublie. Donc, enfin oui, elle a été photographiée dans Vogue, hein, quand même. Faut dire, avec Keira Knightley. Bon, donc certes, c'était une série sur le monde de l'art avec sur le thème de Dorothée et le magicien d'Oz. Et c'était Keira Knightley qui faisait Dorothy. Et Kara Walker, elle fait la gentille sorcière. Elle représente la gentille sorcière, donc elle est photographiée dans Vogue avec une baguette magique, une belle robe blanche. Donc, c'est une star, Kara Walker. C'est pas uniquement une figure importante du monde de l'art. Aux États-Unis, c'est vraiment une pop star. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut sélectionner les textes. Donc, il y a eu un appel à contribution? Non, c'est moi-même avec l'aide de Huey et aussi des discussions avec le comité de rédaction d'October qui avons procédé à la sélection. C'est une sélection que j'avais soumis une sélection. Après, il y a eu des discussions sur peut-être ajouter ça, peut-être enlever ci, etc. Donc, mais essentiellement, quand même, c'était mon choix. Bien sûr, avec une latitude pour des ajustements. Donc, c'était pas évident, d'une part, parce que les textes sur Kara Walker sont pléthores, mais aussi parce que le nombre de signes était assez restreint. On est un volume qui a explosé le nombre de signes qui étaient prescrits. Sachant aussi qu'il y a beaucoup de critères qu'il y a beaucoup de critères à respecter. Il faut donner un aperçu aussi versatile que possible de l'œuvre. Par exemple, il y a énormément de textes qui ont été publiés sur les installations de silhouettes de papier découpé. Il fallait quand même faire de la place à des textes qui parlaient aussi d'autres travaux de Kara Walker, par exemple le dessin ou les films. Donc il faut donner un aperçu versatile de l'œuvre, mais en même temps, il faut mettre les textes les plus attendus et les textes qui ont été déterminants dans la réception critique, mais pas uniquement. Il faut respecter la parité dans le choix des auteurices. C'est quelque chose, c'est un critère important pour October et pour le MIT, donc c'est une bonne chose. Il faut essayer de faire en sorte aussi que les textes suivent la chronologie de l'œuvre sans qu'il y ait trop de laps de temps où il y ait des manques. Ce qui, en l'occurrence, pour Kara Walker, n'est pas très difficile parce que bon, il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits, mais toutefois, il y a quand même une période entre à peu près, enfin, qui sont à peu près les années 2000. Qui correspondent au moment un peu avant sa rétrospective où comment dirais-je, l'appareil critique, le nombre d'articles critiques diminue un peu, et puis après, bon, il y a un pic évidemment avec la rétrospective, et puis après ça redescend un peu, et puis ça remonte avec la géante en sucre, donc il faut essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de laps de temps sans texte. Bon, Ça, c'est le cahier des charges général. ça, c'est le cahier des charges général. Je ne dis pas Files. qu'il a été respecté de A jusqu'à Z. D'accord. Mais il faut aussi tenir compte de l'historique de republication des textes et de l'accessibilité ou non des textes. Par exemple, il n'y a pas d'article de Gwendolyn Du Bois-Shaw dans la monographie, alors que sa monographie sur Kara Walker, qui est la première monographie sur Kara Walker, a fait date en 2004, mais elle a été republiée 2 fois. Donc, à ce stade, on a estimé que ce n'était pas nécessaire d'avoir un texte de Gwendolyn Du Bois-Shaw dans l'anthologie critique. De même que les textes de Darby English, qui a écrit un ouvrage qui a fait date aussi, qui s'intitule How to see a work of art in total darkness, donc comment voir une œuvre d'art dans le noir.
donc qui a été publié en 2007. Donc pareil, Darby English était assez attendu sur Kara Walker. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait un article quand il y a eu la grande exposition de dessins au Kunstmuseum de Bâle en 2019 ou 2020 sur Kara Walker. Non, 2021. Enfin bon, l'exposition récente, donc c'est Darby English qui a fait, par exemple, l'article dans Art Forum. Donc, mais il se trouvait, par exemple, que les articles de Darby English étaient extrêmement longs. Et c'était pas très... Comment dire, ça aurait été donné une place disproportionnée à ces articles. Donc il y avait aussi un équilibre à respecter en termes de nombre de signes. Il fallait éviter des articles extrêmement longs avec des articles extrêmement courts. Donc c'est... Et justement, voilà. les auteuristes ont remanié les textes ou ils sont écrits, ils sont repris tels qu'ils ont été publiés Alors une première fois? j'y viens. Donc une fois qu'on a sélectionné les textes, il fallait rassembler les textes. Donc il fallait solliciter un par un les auteuristes pour demander l'autorisation de republication. Bon, en général, ils étaient plutôt enthousiastes, sauf une qui finalement n'a pas été publiée et que je ne nommerai pas. Mais donc, parfois, il fallait reprendre, faire des corrections mineures, parce que, voilà, il peut y avoir des coquilles qui échappent. Parce que aussi, pour le texte de Zadie Smith, par exemple, il a fallu harmoniser l'anglais, qui était un anglais britannique, il a fallu harmoniser l'orthographe vers une orthographe américaine, enfin US. Parfois, il a fallu faire des corrections mineures. Alors, l'exemple que j'aime bien citer, c'est pour la republication du texte de Yasmine Raymond. Il y a une image d'une œuvre de Adrian Piper, donc qui est une artiste très importante pour comprendre le travail de Kara Walker. Il y a une reproduction d'une image d'Adrian Piper sur la vingtaine d'images de Kara Walker qui font partie de l'article. Et il fallait donc demander l'autorisation de reproduction de l'image à la fondation d'Adrian Piper, parce qu'il y avait aussi tout un travail à faire de demander l'autorisation de reproduction des images. Ça a été extrêmement long. Donc, il a fallu remplir un formulaire à destination de la fondation Adrian Piper et répondre à un cahier des charges qui est en fait déjà un essai de philosophie analytique, hein, je dois le dire, et qui est un très, très beau texte sur qu'est-ce que c'est que la réception critique d'une œuvre sans être dans la projection de soi, sans rien projeter de soi sur l'œuvre. Et il est apparu qu'il fallait faire une modification mineure qui était de transformer, d'introduire un marqueur de jugement du genre à mon avis ou selon moi ou je pense que l'œuvre est tatati tatata plutôt que laisser la phrase qui avait été écrite telle quelle, l'œuvre est tatati tatata. Voilà. Donc il y avait quelques corrections à faire. Il a fallu faire une sélection des images parce que il y avait certaines images qui ne pouvaient pas être reproduites. Parfois, il y avait trop d'images par rapport à ce qui était possible de faire. Donc, il a fallu sélectionner les images qui allaient rester. Qu'est-ce qu'il a fallu faire d'autre? Il a fallu choisir l'image de couverture, il a fallu écrire l'introduction, faire les biographies des artistes, relire les épreuves. S'assurer qu'on envoie toutes les bonnes informations au ou à la graphiste. Voilà. Comme tu l'as rappelé, Kara Walker est une artiste majeure et très prolifique, sur laquelle existe déjà une très abondante littérature académique. Et d'ailleurs, au tout début, dans ton introduction, tu te compares justement à un de ces petits personnages qui entourent dans la grande installation en sucre, dans le sphinx en sucre de Kara Walker, A Subtlety. Tu soulèves dans la préface le fait que le discours sur son travail, justement un peu en raison de sa dimension sociopolitique très prégnante et aussi de sa dimension très érudite, est parfois un petit peu envahi par des considérations sur la réception de l'œuvre, voire de manière plus générale sur la part des artistes noirs dans les institutions d'art contemporain. Et que tu as souhaité justement pour ce volume une approche un petit peu plus auprès des œuvres, au ras des œuvres. Est-ce que tu peux nous parler de ce parti pris ? Bien sûr.
Alors, c'est une approche que j'ai souhaitée, mais tous les textes de l'anthologie ne sont pas nécessairement aussi proches de cet horizon. C'est vraiment plutôt un idéal que j'affirme dans l'introduction, et qui est peut-être d'ailleurs plus programmatique qu'autre chose, parce que tous les textes ne collent pas toujours nécessairement au ras des œuvres. Euh, voilà, donc ça, il faut le dire. Mais en fait, j'ai fait, ce que j'écris dans l'introduction, le choix de l'ekphrasis, c'est-à-dire vraiment la description des œuvres, en reprenant la manière dont Kobena Mercer, justement, convoque ce trope de l'ekphrasis, pour insister sur la nécessité de ne pas réduire le travail des artistes des minorités à une exploration de l'identité ou à la description de faits sociaux ou à la dénonciation de faits sociaux ou à être un document de leur temps, mais de regarder comment c'est le travail formel, c'est-à-dire le travail sur la forme et à partir de la forme, qui permet d'articuler ou pas des questions politiques. Donc, le travail artistique, pour moi, sans vouloir tomber dans un formalisme bête et méchant qui évacue toutes les questions sociopolitiques sous le tapis, ce qui n'est pas vraiment mon approche, le travail artistique, il part quand même d'une réflexion sur les formes. Le travail de Kara Walker sur les installations de papier découpé, par exemple, il part d'une réflexion sur la viabilité de la peinture de son propre point de vue et à partir de là où elle en était dans sa pratique en tant qu'étudiante en art. Donc c'est une réflexion qui part du rejet de la peinture, d'une réflexion à partir de formes mineures, pas mineures au sens uniquement politique, mais mineures aussi au sens artistique, des formes mineures, des formes vulnérables, des formes éphémères que sont les papiers découplés, les silhouettes, des formes oubliées, voire obsolètes, des formes qui existaient dans la culture visuelle, mais en dehors de l'art institutionnel. Donc c'est quand même une réflexion qui part des formes. Et c'est ça, en fait, qui lui a permis de développer tout un propos sur la manière dont le racisme et le sexisme et le misogynoir viennent empoisonner toutes les relations intimes et les relations interpersonnelles. À une époque, dans les années 90, qui prédate le retour en force du racisme hyper décomplexé à partir de 2012, du Tea Party, puis ensuite de l'ascension progressive de Trump. Donc c'était aussi un certain contexte, il faut le rappeler, et où elle parlait des formes insidieuses du racisme. Bon, voilà, voilà. Mais c'est un constat qui se fait assez souvent, hein. Une historienne de l'art féministe comme Linda Nochlin aussi parlait de cette espèce de manie autobiographique qu'il peut y avoir vis-à-vis des artistes femmes, vis-à-vis des artistes des minorités. C'est de se concentrer sur le biographique. Sur l'anecdotique. Ou sur l'anecdotique, oui, et pas sur le travail. Et c'est quelque chose auquel le travail de Kara Walker, malheureusement, n'a pas échappé. Et aussi, il y a eu beaucoup comme son travail a été reçu de manière assez polarisée entre des gens qui trouvaient que c'était scandaleux, au sens indigne, d'exposer un pareil travail, les gens qui pensaient que c'était vraiment de la cooptation d'une artiste noire par l'institution blanche raciste pour se donner bonne conscience. Il y avait aussi les personnes qui trouvaient que l'art de Kara Walker était génial, point, sans en se réfugiant derrière la figure du grand génie, sans daigner expliquer ou sans daigner justement aborder les points qui posent question. Donc il y a eu une réception critique très échauffée et qui tenait pas nécessairement compte du travail, mais qui tenait compte de ce qu'un tel avait dit, ce qu'une telle avait dit, plutôt que de vraiment regarder le travail. Et même un article, je me souviens quand j'étais en train d'écrire ma thèse, il y avait un article d'une universitaire qui s'appelle Amy Tang, qui parlait justement de la polarisation de la réception et qui voulait engager un regard long et un regard persévérant sur les œuvres. Mais même dans son article, finalement, elle regarde pas assez les œuvres. Et voilà, c'est pas du tout pour critiquer son article qui, soit dit en passant, m'avait beaucoup aidé dans mes recherches, mais il y a vraiment une difficulté à regarder son travail. C'est indéniable. Et
Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir comme horizon l'idée de prendre le temps de regarder le travail et de comprendre comment c'est la forme qui donne du sens. Il y a des œuvres qui sont plus faciles à regarder que d'autres quand même. Voilà. C'est ça. Il y en a qui sont très difficiles à regarder parce qu'elles sont très cruelles, parce qu'elles sont très violentes. Mais là, c'est... Comment dire Mais non, mais bien sûr qu'il y a des images qui sont plus faciles à regarder que d'autres. Et il y a même des anecdotes de collectionneurs qui ont enlevé certaines parties des installations de silhouettes qui leur déplaisaient, notamment les petits tas de caca. Donc il y a des anecdotes comme ça qui montrent que même chez les collectionneurs, il y a une espèce de sélection qui s'opère comme ça. Bon. Mais il y a des œuvres qui sont très belles, il y a des œuvres qui sont drôles et il y a des œuvres qui sont terrifiantes. Donc il y a des œuvres qui sont... Et les œuvres qui sont les plus terrifiantes ne sont pas forcément les œuvres en grand format. Hein. Moi, je me souviens que certains petits dessins, je les trouvais beaucoup plus difficiles à aborder que certaines grandes ombres chinoises. Justement par leur côté un peu presque faussement naïf et... Oui, et puis aussi le fait que c'est plus petit, donc c'est plus intime. Les grandes installations, même si effectivement elles sont faites pour nous rappeler notre propre ombre et nous dire que peut-être que nous pourrions rentrer dans ce cirque, que peut-être que nous pourrions rentrer dans la plantation, en fait, elle laisse quand même la possibilité d'une distance, alors que les petits dessins, ils sont très différents en ça. Et puis, il y a aussi quelque chose de très net, très clair dans la découpe des silhouettes, qui n'est pas présent dans les petits dessins parce qu'elle utilise beaucoup de la vie. Donc, il y a souvent des taches, il y a souvent quelque chose de grotesque ou d'informe qui va se dégager dans certains petits dessins qu'il n'y aura pas forcément dans les grandes silhouettes. Mais ça, c'est un point de vue très subjectif que j'ai de l'œuvre de Kara Walker, je tiens à le préciser. Voilà. Et dans ce très abondant appareil critique, discours critique autour de Kara Walker, est-ce qu'il y a selon toi des parties qui sont un petit peu négligées dans son œuvre ? Moi, je sais que par exemple, j'ai un peu découvert dans ce volume qu'il y avait un travail textuel aussi assez important. Tu as insisté aussi sur les dessins. Est-ce qu'il y aurait même peut-être des angles morts dans ce discours critique et dans ton volume, par exemple, lesquels te semblent soulever les points les plus inédits et les moins explorés ? Alors tu fais bien de parler du texte, parce que effectivement, c'est pas du tout c'est une dimension qui a fait l'objet d'assez peu de travail critique. Aussi parce que ces textes sont souvent intégrés à des installations, à un travail de dessin. Par exemple, elle avait fait une série de textes tapés à la machine qui examinait tous les stéréotypes sur les femmes noires. C'est une série de textes qui était associée à une série de dessins. Comme angle mort, je dirais qu'on parle souvent de la violence des images de Kara Walker, on vient d'en parler, mais finalement, la violence de ces images n'est pas tellement souvent clairement sous-pesée vis-à-vis de l'immense violence irréparée et irréparable de l'histoire et la société états-unienne et du monde dit occidental, avec l'esclavage plantationnaire ou plantationnocène comme socle de l'expansion mondiale des puissances européennes puis des États-Unis et de la modernité économique capitaliste. Cette violence-là, la violence des images de Kara Walker n'est pas très nettement sous-pesée vis-à-vis de cette violence-là. Et donc, Zadie Smith, il me semble, dans son essai, remet vraiment les choses en place en citant, par exemple, un extrait d'une archive historique qui évoque les actes de torture quotidienne qu'exerçait un propriétaire d'esclaves à l'encontre de ses esclaves et qui avait eu des enfants avec ses esclaves. Donc, vraiment une situation... d'une atrocité et d'une complexité vraiment forte. Ben, voilà, donc elle remet par exemple cette archive historique avec les images de Kara Walker en comparaison, et je pense que c'est important de préciser que souvent on parle de la violence des images
comme si en fait des images très violentes, ce sont des images qui font plus d'effets ou plus de mal que la violence qu'elles ne décrivent pas, mais les images de Kara Walker, elles sont telles, on peut pas comparer cette violence avec cette autre violence-là, donc c'est important de confronter les deux pour remettre un peu les idées en place sur la violence des images de Kara Walker. La violence, elle n'est pas dans le travail de Kara Walker. La violence, elle est dans l'esclavage, elle est dans l'exploitation qui continue, elle est dans les formes modernes, contemporaines de néo-esclavage. Elle est là, la violence, elle n'est pas dans ces images. Donc ça, pour moi, ça fait partie des angles morts du travail sur Kara Walker. Et il y a assez peu de choses qui ont été écrites sur ces films et sur notamment la dimension performative qu'il y a dans ces films. Il y a des textes, mais pas nécessairement des textes qui se concentrent là-dessus. Donc c'est aussi pour ça notamment que j'avais décidé d'intégrer le texte de Lorraine O'Grady sur ce qu'elle intitule le tournant performatif du travail de Kara Walker. Voilà. Je n'ai pas lu ce qui a été publié sur Kara Walker depuis 2020 à peu près. Donc il y a sûrement de nouvelles choses qui sont parues dont je n'ai pas connaissance maintenant. Voilà. Tu n'as pas tout lu sur Kara Walker. Je n'ai pas tout lu sur Kara Walker. mais j'en ai beaucoup lu quand même. Voilà. Et alors justement sur les dessins dont on a compris que ça a été une de tes portes d'entrée dans son œuvre, dans ta présentation du livre, tu insistes sur le fait sur la place du dessin dans son œuvre. Et est-ce que ça aussi, ça représente pour toi un aspect un peu sous-estimé de son œuvre ? Oui, sous-estimé au sens où souvent les dessins étaient mentionnés, mais c'était toujours en lien, c'était souvent en lien à d'autres pratiques, c'était souvent en articulation aux silhouettes, par exemple. Alors c'est c'est une tendance qui a été corrigée puisque la grande exposition curatée par Anita Haldeman au Kunstmuseum de Bâle a été consacrée uniquement au dessin de Kara Walker avec un essai de catalogue vraiment central et qui permet vraiment bien de resituer la pratique du dessin de Kara Walker dans l'histoire de l'art, mais avec une petite tendance, et qui est la tendance générale d'ailleurs quand on parle du dessin de Kara Walker, qui est que comme elle, à mon sens, et là c'est une hypothèse que j'émets, qui est que comme elle pastiche énormément de styles différents, qu'elle emprunte autant à l'illustration du dessin de presse, à l'illustration de romans du 19e, au dessin de presse du 19e, qu'à la publicité des années 20-30, ou au dessin de vieux maîtres. Elle a passé beaucoup de temps à Rome, Kara Walker aussi, pour regarder la sculpture baroque. Elle a passé beaucoup de temps au Kunstmuseum avec le cabinet d'art graphique, donc c'est quelqu'un qui a une énorme culture du dessin, de l'art institutionnel et de la culture visuelle prise dans son ensemble. Donc, étant donné qu'elle pastiche énormément de styles différents, énormément de manières différentes, il y a parfois la tentation de réintégrer son dessin dans une histoire de l'art, comme s'il y avait une continuité, en fait. Or, il me semble que c'est parfois un peu manqué la dimension très contemporaine de son dessin, qui est qu'elle fait exploser la notion de style, en fait, à force de tellement cannibaliser tous les autres styles. Elle mine l'idée même de style, et pourtant un dessin de Kara Walker est vraiment instantanément reconnaissable en fait. Donc c'est ça qui est assez fantastique, et il me semble que peut-être qu'il manque encore aujourd'hui vraiment une mise en perspective qui insiste sur la dimension très contemporaine de son dessin. Mais bon, encore une fois, le catalogue du Kunstmuseum est très bien sur cet aspect-là. Tout à l'heure, tu évoquais le calvaire des demandes d'autorisation de reproduction des images. Effectivement, le livre présente une iconographie très très abondante, mais en noir et blanc, comme toujours dans les publications quelque peu austères de October. L'usage du noir et du blanc et du gris ont, je crois, une importance particulière dans le travail de Kara Walker. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect ? Oui, bien sûr. Alors, il y a des installations de silhouettes qui
n'était plus du noir sur blanc, mais qui était du blanc et noir sur du gris. Parfois aussi des papiers découpés gris. Il y a aussi une installation qui s'intitule Anonymous and African Adventurers et qui reprend un peu les papiers découpés de Matisse et qui adresse directement les représentations du colonialisme sur le continent africain, où il y a du noir et du marron, par exemple. Donc, le noir et le blanc, oui, effectivement, revêtent une importance très particulière sur Kara Walker, parce que bon, le noir, c'est le noir de l'ombre, le blanc, c'est les murs du White Cube, ou tout ce qui serait comme ce que le White Cube prétendrait évacuer, à savoir les questions sociopolitiques, viennent hanter les murs du White Cube. Donc, c'est ça aussi. C'est aussi le fait de rendre tout le monde noir, de rendre les blancs et les noirs noirs et plus noirs que noirs, donc de faire ce qu'elle a appelé une forme de blackface, donc de surenchère sur l'idée de la blackness, de la négrité. En revanche, le gris, effectivement, est intervenu dans certaines installations justement pour varier ou pour sortir de l'opposition noir-blanc. Mais je trouve que c'est pas l'usage du gris, je trouve que c'est pas nécessairement quelque chose qui est très déterminant pour comprendre le travail. C'était plus une sortie aussi d'une formule. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir aussi avec le rejet de la peinture dont tu parlais au début, cette espèce de rejet de la couleur? Alors c'est vrai que je me souviens quand j'avais interviewé Kara Walker en 2009, elle parlait et dans d'autres interviews, elle parle en fait de la dimension un peu séductrice de la couleur, de la dimension pas facile, mais en tout cas de la couleur qui apporte beaucoup de choses sur l'émotion, etc., que n'apporte pas le noir et blanc. Mais dans son travail, il y a toujours un va-et-vient entre les grands formats, les tout petits formats, la couleur, le noir et blanc, des œuvres qui sont des espaces de repos et des œuvres qui sont vraiment les grandes œuvres de Kara Walker, spectaculaires, très frappantes. Donc, par exemple, elle n'a jamais fait de grandes installations de papier découpé en couleur. Elle a déjà fait des petites installations de papier découpé en couleur, mais vraiment du petit format. Elle a fait des peintures, mais qui sont plus du dessin que de la peinture, parce que c'est sur du papier, c'est vraiment fait à la gouache, donc on est plus sur le dessin. Enfin, on est vraiment à la limite entre le dessin et le pictural dans certaines œuvres. Par exemple, une œuvre qui est une reprise du tableau de Turner de Slave Ship, et qu'elle a repris en l'intitulant Terrible Vacation, des vacances pourries. Donc ça c'est déjà de la peinture, c'est en couleur, mais c'est aussi parce que ça reprend le tableau de Turner. En même temps, elle délave vraiment encore plus l'huile qui est déjà assez délavée dans le tableau de Turner. Ce qui est une manière de délaver la peinture d'histoire, comme pour dire finalement que la représentation de la peinture d'histoire est impossible, quelque part, avec un titre très cruel, très ironique, qui vient redoubler cet effet d'impossibilité de la représentation de l'histoire, en fait. Et à mon sens. Et donc ça, c'est des choses en couleur. En 2015, elle avait fait une série sur les violences policières, avec 3 peintures, avec de la tempéra, donc avec des silhouettes noires, mais de la couleur, un fond de couleur, un fond bleu nuit. Ce sont très très belles peintures d'ailleurs, qui avaient été exposées à la galerie Victoria Miro à Londres, en très grand format. Mais à ma connaissance, elle fait plus par exemple, de peinture à l'huile sur toile. À l'exposition au Kunstmuseum de Bâle, il y avait de grands dessins au pastel sec, avec notamment un dessin de Obama qui tient la tête de Trump dans sa main et qui lui met le pouce dans l'œil.
Donc ça, c'était un grand dessin au pastel sec, donc il y a déjà une dimension picturale. Le pastel sec, c'est ce qui visuellement s'approche le plus de la peinture. Mais elle ne peint, oui, à ma connaissance, elle a plus fait de peinture à l'huile. Est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement de l'article de toi qui a été repris dans ce volume? Bien sûr, c'est un article qui parle de 2 films de Kara Walker, enfin plus exactement un film qui est un diptyque, et qui est réalisé à partir d'archives, un corpus d'archives historiques qui sont en fait les archives de la période de la reconstruction dans les États anciennement esclavagistes après la guerre de sécession. Donc le Bureau of Refugees, c'était un organisme gouvernemental qui visait à accompagner les personnes afrodescendantes nouvellement émancipées dans la transition économique, sociale, politique. Donc c'est une période qui a pris fin en 1878 avec avec à la fois la terreur qui était exercée par le Ku Klux Klan et aussi la décision finalement la décision politique de favoriser un apaisement avec les États du Sud. Donc c'est une période qui a pris fin en 1878 et au cours de cette période, ça a été une période très riche en termes politiques, mais qui a été aussi pleine d'émeutes, pleine de violences racistes, et vraiment d'exactions terroristes de la part du Ku Klux Klan pour justement refouler les effets de l'émancipation et de la fin de la guerre civile aux États-Unis, la guerre de sécession. Et donc, dans ces archives, il y a énormément de listes de meurtres, d'actes de violence, de destruction contre des personnes afrodescendantes. Et donc, Kara Walker s'était emparée de ce corpus d'archives un petit peu par hasard. Mais elle a réalisé donc des dessins, une série de papiers découpés et aussi 2 films, enfin ce diptyque de films. Que je trouvais particulièrement intéressant, d'une part parce que c'était donc un film qui était réalisé à partir d'archives historiques et pas de représentations travestissant l'esclavage. Donc pas à partir de représentations, mais à partir de l'archive. Et d'autre part, ce film m'intéressait beaucoup parce que c'était une des seules œuvres de Kara Walker, en tout cas le premier film du diptyque, qui n'était pas cruel, ironique ou humoristique et qui laissait vraiment la place au pathos, sans jugement moral sur le pathos, mais au pathos, à l'émotion, à la représentation de la tragédie ordinaire. Et en même temps qui donnait une forme, qui établissait pas tant de distance que ça avec les personnes représentées, qui étaient en fait des victimes de meurtres et de viols et d'incendies criminels, qui était la famille Willis, qui avait été attaquée donc par des blancs terroristes. Et donc, en fait, pour moi, ce film était vraiment pas une anomalie dans le corpus de Kara Walker, mais il était exceptionnel au sens où il n'y avait pas de place à l'humour, il n'y avait pas de place au grotesque, et c'était un film vraiment élégiaque. Et donc, j'avais écrit un chapitre là-dessus, et comme on demande comme il est la tradition dans la série October Files que la personne qui dirige l'ouvrage contribue avec un de ses textes sur le travail de Walker, j'ai donc traduit ce chapitre, puis beaucoup réécrit, et heureusement, puis beaucoup réécrit pour satisfaire aux exigences d'October. Voilà, donc c'est vraiment un chapitre qui parle de l'implication performative de l'artiste vis-à-vis d'un sujet qui pose en fait la question éthique de qu'est-ce que ça veut dire que représenter la violence faite aux autres quand ces autres sont des personnes qui ont vraiment existé. C'est une chose de faire violence à des images qui existent déjà, c'est autre chose que de représenter la mémoire des victimes en fait, tout simplement. C'est une question qui peut paraître très simple, mais
J'ai essayé de montrer dans ce chapitre, en fait, comment il y avait vraiment un dispositif que c'était par la distanciation esthétique et une forme qu'on pouvait apparenter au théâtre brechtien, mais au théâtre brechtien qui rencontre le théâtre d'ombre chinois, qu'on peut essayer d'approcher en fait un traumatisme qui est triplement inaccessible. Il est inaccessible parce qu'il est lointain dans le temps, il est inaccessible parce qu'il est arrivé à d'autres personnes et il est inaccessible parce que le traumatisme est par nature inaccessible. Et donc, en prenant compte de qu'est-ce que ça peut vouloir dire éthiquement en tant qu'artiste de représenter ça. Et aussi, c'est une œuvre qui est assez exceptionnelle dans le corpus de Kara Walker parce que c'est une œuvre où il y a de la musique qui a été composée par... Enfin, il y a de la musique dans les autres films de Kara Walker, mais là, c'est une œuvre qui a été faite en collaboration avec le musicien de jazz Jason Moran, qui est un ami et collaborateur de Kara Walker, qui a aussi travaillé avec des gens comme John Jonas ou Glenn Ligon. Et c'était, comment dire, la musique... C'est la musique qui a vraiment donné la tonalité au film. Et en ça, c'était aussi pour ça que ce film paraissait comme exceptionnel dans le travail de Hawker, parce que c'était pas une musique appropriée comme dans d'autres films où elle s'approprie directement des vieux enregistrements de films. C'était vraiment une œuvre, une vraie collaboration. La musique consiste en quoi? Donc c'est une variation au piano sur une chanson que Jason Moran sur une musique que Jason Moran avait déjà composée. Donc c'est piano solo sur un piano préparé pour pouvoir obtenir certains effets à certains moments cruciaux. Par exemple, une scène de viol, par exemple une scène d'émeute. Et là, c'est le piano préparé qui engage aussi physiquement davantage le corps de l'artiste, permet d'obtenir des effets abstraits qui viennent dire par la musique abstraite ce qui ne peut pas être dit ni représenté en fait. Voilà. Merci Vanina. Merci Christophe.